Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Vision. L'économie algérienne est à un tournant entre la nécessité de mobiliser de nouvelles ressources et la volonté d'intégrer tous les acteurs dans la sphère formelle. La loi de finances 2026 lance un signal fort, celui de la transparence et de la relance. Au cœur de notre débat ce soir, deux mesures phares qui font déjà réagir. L'article 93 ou la main tendue pour une régularisation volontaire des capitaux et l'article 122 qui offre une bouffée d'oxygène à travers l'assainissement des dettes fiscales. S'agit-il d'une amnistie, d'un nouveau pacte de confiance ou d'une ultime chance pour les retardataires? Qui peut en bénéficier? Quelles sont les garanties réelles face à l'administration? Nous essayerons pendant cette émission de décrypter les mécanismes, les avantages et les enjeux de ces dispositifs avec nos invités. Nous aurons le plaisir d'accueillir M. Mourad Aouided, directeur d'études à la DGI, la Direction Générale des Impôts. Monsieur Aouided, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Nous avons également avec nous Monsieur Mounir Didoun, directeur de la communication et des relations publiques à la DGI, toujours, Direction Générale des Impôts. Monsieur Didoun, bonsoir et merci d'être là ce soir. Bonsoir et je vous remercie pour cette invitation. Nous avons également avec nous un habitué, Monsieur Mansef Bouderba, président de l'ACEA, l'Association des céramistes algériens. Monsieur Bouderba, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci pour votre invitation et un petit coucou pour les Algériens à l'étranger. Très bien. Qui nous regardent. Oui, bien sûr. Alors, ma question est adressée à vous deux, M. Didoun et M. Aouided. Pourquoi l'État a-t-il choisi de lancer ces deux dispositifs simultanément en 2026? S'agit-il, comme on l'a dit, d'une main tendue pour les opérateurs économiques? En fait, ces deux dispositifs, on peut dire que c'est des dispositifs qui se complémentarient. Donc, on a le dispositif de régularisation fiscale volontaire et on a le dispositif d'assainissement et d'annulation des dettes fiscales. Donc, ils s'inscrivent dans une démarche ou dans une stratégie globale d'élargissement de l'assiette fiscale et aussi d'offrir une facilité aux contribuables afin donc d'améliorer davantage la conformité fiscale pour ce type de contribuables. Très bien, Monsieur Didoun, vous vouliez rajouter quelque chose? Je rajouterai juste que c'est des dispositifs qui ont pour objectif également d'améliorer les ressources fiscales, bien sûr. Et comme l'a dit mon collègue M. Aouided, c'est des dispositifs qui favorisent l'inclusion des contribuables dans la sphère économique formelle. Alors, comme on le disait dans notre introduction, en quoi ces mesures sont-elles un levier pour absorber justement la sphère informelle? En fait, on peut prendre le dispositif de l'article 93, c'est-à-dire le dispositif de régularisation fiscale volontaire. Donc, si on voit un petit peu l'esprit de ce mécanisme ou de ce dispositif, donc il permet aux gens qui sont en marge du secteur, je dirais, du secteur formel, donc d'intégrer la sphère formelle à travers la déclaration de toutes les opérations qu'ils ont faites et qui n'ont pas été portées à la connaissance de l'administration fiscale. Donc, c'est un moyen déjà donc d'intégrer ce secteur formel-là, donc de se libérer et de pouvoir investir avec ces sommes-là. La même chose aussi pour l'article 22. Donc l'article 122, pardon. Donc il permet un petit peu d'alléger les charges fiscales sur les contribuables concernés. Donc il leur permet un petit peu d'avoir un nouveau départ sur des bases saines. Monsieur Boudelba, vous êtes en contact avec beaucoup d'opérateurs économiques, vu votre fonction. Comment ces dispositifs ont été accueillis auprès justement de ces opérateurs? Bien, tout d'abord, laissez-moi quand même signaler que pour ce qui rentre aujourd'hui dans ce qu'on appelle le dialogue économique, nous considérons, nous, dans les organisations patronales, l'institution, donc la gestion des impôts, comme un partenaire. Au même titre que les douanes, au même titre que les banques, etc. Nous sommes dans la même équipe. Donc c'est un changement de mentalité qui s'opère actuellement en Algérie. Nous pouvons que le saluer. En ce qui concerne les deux mesures phares qui ont été prises pour l'exercice 2026, qui ont été exposées par nos collègues de la DGI qui sont nos invités ce soir,
nous ne pouvons que nous réjouir de tout ce qui va dans la direction de la promotion du secteur productif, parce que nous faisons quand même, si vous permettez ce soir, une différence entre le secteur spéculatif et le secteur productif. Nous considérons que l'industrie et l'agriculture algérienne font partie des créateurs de richesses et d'emplois dans ce pays. Donc il est vrai qu'être attentif à l'évolution du traitement de nos dossiers, du traitement de ce qu'on appelle l'assiette fiscale nous concernant, est quand même mérite un petit peu qu'on se penche attentivement. C'est pour cela que nous interpellons à chaque fois quand il y a un changement, n'est-ce pas, de cadre juridique ou de législation qui encadre ou qui va dans la direction d'accompagner l'effort économique de notre pays. Nous sommes toujours en éveil devant ce qui se passe et nous donnons notre avis, nous faisons des propositions, nous sommes une force de proposition au même titre que toutes les autres associations patronales qui exercent dans le terrain. C'est très important. Donc nous, on fait remonter des informations et comme vous l'avez souligné dans votre question, nous sommes très satisfaits de tout ce qui peut effectivement consolider l'acte de produire de la richesse et de l'emploi. Si ces mesures-là ont été aujourd'hui bien accueillies, ça veut dire que l'Algérie est en train de s'inscrire dans un nouvel mode de fonctionnement sur le plan économique. Et ça, c'est basé sur le retour de la confiance, sur le dialogue économique, sur ce qu'on appelle le teamwork, c'est-à-dire l'Algérie, elle a aujourd'hui des engagements à tenir en ce qui concerne la transformation de son économie, elle a des engagements à tenir en ce qui concerne la sortie des hydrocarbures, donc de l'assiette fiscale hors ordinaire, si vous permettez le terme. Dépendance. Voilà, pour se diriger vers une économie plus performante, avec des indicateurs qui nous permettent aujourd'hui d'être suffisamment satisfaits pour un certain nombre de champions industriels et agricoles qui sont aujourd'hui dirigés par le président de la République, qui lui suit attentivement l'évolution de notre économie et qui oriente les choses dans une direction dans laquelle tous les opérateurs, tous les acteurs économiques doivent travailler main dans la main. La conjugaison des Voilà, efforts. c'est pour ça que nous sommes très satisfaits de ce qui est en train de se passer. Nous l'appuyons, nous nous réjouissons et nous souhaitons avancer un peu plus. Si vous permettez, dans l'émission ce soir, nous allons exposer d'autres aspects qui concernent la vie économique, dans lequel je pense que tout le monde doit avoir un avis favorable pour tous, d'ailleurs, pour l'intérêt général de notre pays. Très bien. Alors, Monsieur Didon, je vous pose comme ça une question de journaliste. Je ne suis pas vraiment spécialiste dans le domaine. À partir de quel moment on décide de lancer ce genre de dispositif? Est-ce qu'il y avait des attentes? Est-ce que vous aviez ressenti qu'il y avait lieu justement de lancer de tels dispositifs? L'État, je pense que l'État, depuis quand même plusieurs années, a mis en place des dispositifs de facilitation. Donc, que ce soit en matière de paiement d'impôts, en matière de déclaration. Et cette année, justement, dans le cadre de la loi de finances pour 2026, ces deux dispositifs un petit peu complètent tout ce qui a été fait par les pouvoirs publics, donc en matière d'incitation, de favoriser l'inclusion fiscale. Donc c'est des efforts qui ont été quand même déployés depuis plusieurs années. Et bien sûr, cette année, l'objectif, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, donc l'objectif qui était recherché qui est recherché actuellement à travers ces deux dispositifs, on sus bien sûr de présenter ou là de fournir des facilitations contribuables ou là aux citoyens donc qui sont concernés. Donc ils ont pour objectif d'améliorer les ressources fiscales et bien sûr de favoriser l'inclusion dans la sphère économique formelle. Alors, M. Aouidet, justement, vous parliez d'autres dispositifs qui ont été mis en place auparavant. Moi, j'ai en tête celui de 2015. C'était le programme de conformité, je crois, fiscale volontaire. Vous vous basez sur les échecs, peut-être, de ce genre de dispositifs ou les lacunes ou peut-être les manquements pour pouvoir améliorer vos dispositifs, pour proposer une meilleure copie, comme on dit? En fait, dans tous les domaines, c'est-à-dire on se base sur les expériences passées. Donc c'est la même chose pour ce dispositif, mais même au titre d'autres dispositifs, pas spécialement celui dont on parle aujourd'hui. Effectivement, il y avait déjà un dispositif, je crois, en 2015, mais donc en 2015, c'était une autre approche. Avec ce dispositif qui est prévu par la loi de finances de 2026. Donc là, on se base exclusivement sur l'inclusion fiscale. Sur l'inclusion fiscale, donc
à travers une disposition qui offre une garantie qui est là, donc qui rassure déjà les contribuables concernés. Alors, par rapport au Trésor public, justement, M. Didon, quelles sont les attentes du gouvernement en termes de mobilisation de ressources fiscales pour cette année? Donc, concernant le dispositif de l'article 93 ou le dispositif de l'article 122, comme je l'ai dit tout à l'heure, bien sûr, ce qui est attendu, c'est l'amélioration des ressources fiscales. Et pour l'article 122, ce n'est pas vraiment une amnistie fiscale, puisque l'article 122, on va le voir tout à l'heure, il y a deux volets. Il y a un volet qui concerne les dettes fiscales relatives aux exercices 2011 et antérieurs. Et bien sûr, il y a les dettes fiscales qui sont liées aux exercices 2012 à 2025. Donc on va voir tout à l'heure que ce n'est pas vraiment une amnistie fiscale vous faites bien de proprement dite. Vous faites bien de le dire, M. Didon, parce qu'il faut vraiment communiquer sur ce dispositif, parce que ça a fait réagir beaucoup de gens et on a entendu tout et n'importe quoi par rapport. Et il est aujourd'hui important, hein, vous n'allez pas me contredire, M. Boudelba, par rapport justement à la communication quant à ces deux dispositifs. Écoutez, nous, ce que nous percevons de l'extérieur, nous sommes quand même des opérateurs économiques. En fait, l'objectif de notre pays, c'est la mobilisation de toutes les ressources pour, n'est-ce pas, sortir de l'informel. On est bien d'accord ce soir. Donc, c'est vrai que le dispositif de tranquilliser, comme a été souligné par notre collègue de la DGI, c'est un dispositif important pour pouvoir capter cette masse, n'est-ce pas, monétaire qui circule hors traçabilité, si vous permettez le terme ce soir. Donc, effectivement, il faut encourager les Algériens à aller vers la transparence financière, vers l'acte en lui-même de la facturation. Bon, il y a un certain nombre de dispositifs. Je pense que la Direction générale des impôts est en train de faire son travail. Nous ne pouvons que le saluer ce soir. C'est-à-dire qu'il se penche sur ce qui les préoccupe, c'est-à-dire augmenter l'assiette fiscale, mais en même temps permettre aux gens de souffler. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit des mesures contraignantes sur le fond et sur la forme, si vous permettez. Vous me corrigez. Non, c'est ça. Voilà. C'est ça. Voilà. C'est le fond et la forme. C'est-à-dire c'est des mesures beaucoup plus d'accompagnement au lieu que ça soit les mesures traditionnelles de contrôle, de recouvrement forcé, etc. Voilà. Donc, c'est important. Parce que ça tranquillise le monde des affaires, ça tranquillise l'entreprise, ça tranquillise le citoyen qui à un certain moment s'est éloigné de la déclaration fiscale et ça en même temps, ça rapproche maintenant l'économie, les chiffres économiques de la réalité des capacités, des potentialités de notre pays. Parce qu'il faut qu'on soit capable, et c'est très important si demain on veut avoir une économie hors hydrocarbures, il faut qu'on soit capable d'avoir des chiffres qui reflètent la réalité du potentiel économique d'Algérie. On ne peut pas s'amuser comme ça à faire, n'est-ce pas, des acrobaties financières et s'éloigner de la réalité des choses. Parce qu'à un moment donné, si on sort du marché local algérien, on est confronté à la réalité de l'extérieur. La réalité de l'extérieur, elle est impardonnable. C'est-à-dire que les chiffres ne se trompent pas, et les rapports de force existent à l'international. Donc il faut que l'Algérie, elle sorte de cette période, disons, d'harmonisation, n'est-ce pas, de son économie, de sa mise à niveau, n'est-ce pas, de son économie, avec le moins de casse possible, et en même temps, elle puisse avoir l'aspect le plus fort, le plus consolidé pour se confronter à la concurrence internationale, surtout s'il s'agit, comme le souligne à chaque fois le président de la République, de consolider, d'encourager les exportations hors hydrocarbures. Aujourd'hui, c'est ça l'objectif. Il y a deux aspects. Il y a l'assainissement de tout ce qui est informel, qui représente les chiffres 70, 75, 80 milliards quand même d'argent qui circule comme ça librement. De l'informel. Il faut le mettre dans le circuit formel, il faut tranquilliser les gens, il faut essayer de rapprocher le citoyen de la réalité, de la confiance. Il faut que le dinar représente véritablement notre richesse, et à ce moment-là, on s'attaque au problème plus important qui est l'efficacité économique. Très bien. Alors, nous allons justement détailler ces deux dispositifs, si vous permettez, M. Didon. Mais moi, je tiens beaucoup à parler justement de la communication autour de ces deux dispositifs.
votre présence aujourd'hui rentre justement dans ce cadre. Vous avez même lancé des journées portes ouvertes pour expliquer aux gens ces dispositifs. Dans toutes les wilayas. Hein. Dans toutes les wilayas. C'est important de souligner. Mais vous pensez peut-être à d'autres supports, hein, à part les médias lourds et ces portes ouvertes, M. Didon. Si vous permettez, je préférais répondre d'abord à une question que Allez-y, vous bien avez sûr. posée Bien tout à sûr. l'heure. Vous êtes là pour ça, monsieur. Vous avez raison de dire tout à l'heure que c'est une main tendue par les pouvoirs publics, justement, pour un petit peu absorber tout ce qui est informel et aussi élargir, comme l'a dit tout à l'heure M. Aouidad, élargir l'assiette fiscale pour réduire un petit peu la pression fiscale. Donc c'est très important de le dire. Concernant la question de la communication donc, au sein de la DGI, donc la DGI actuellement a changé de visage, donc la Direction générale des impôts, beaucoup plus, elle tend vers une approche de communication, une approche d'accompagnement des contribuables et des citoyens. Donc c'est pour ça que... et d'explication aussi. Exactement, c'est très important. Parce que les gens ont peur des impôts. C'est ça. Fait, c'est les réflexes classiques. Hein. Justement, donc l'administration... Pédagogique, c'est le rôle pédagogique. L'administration cherche actuellement un petit peu à modifier cette image et à travailler vers l'amélioration de sa relation avec les contribuables et les citoyens. Donc, parlons de la communication. Donc, il y a eu des plans de communication qui ont été mis en place et diffusés au niveau national, donc au niveau de tous les services fiscaux. Il y a eu des mesures d'accompagnement qui ont précédé ces plans de communication. Donc, il y a eu des regroupements qui ont été organisés avec l'ensemble des services fiscaux pour assurer une application homogène et correcte de ces dispositifs. Et même avant ces regroupements régionaux, donc il y a eu des instructions, il y a eu des notes qui ont été diffusées par l'administration centrale justement afin d'assurer une application correcte de ces dispositifs. Justement, hier, c'était le début de la semaine journée porte ouverte. Donc, M. le directeur général a donné le lancement de cette semaine journée porte ouverte. Donc, ils sont organisés au niveau de tous les services fiscaux, donc jusqu'à ce jeudi 14 mai 2026. Donc, l'objectif, une semaine. C'est ça. Donc, l'objectif recherché à travers ces journées d'information, justement, c'est la vulgarisation de ces dispositifs et un petit peu de les expliquer au profit de tous les contribuables et tous les citoyens. Et bien sûr, le plan de communication, donc, il va s'étaler jusqu'à la fin de l'année. Très bien. Voilà. Alors, on arrive justement à ces deux dispositifs. On va commencer par l'article 93 de la loi de finances 2026. Par rapport justement à cette régularisation fiscale volontaire. On entend quoi justement par régularisation fiscale volontaire, M. Aouidad? Donc déjà, elle est volontaire, donc c'est le contribuable qui se présente pour régulariser sa situation. Donc elle est spontanée, donc il vient, il régularise sa situation. Qu'est-ce qu'on entend par régulariser? Donc il vient, il déclare les bases d'imposition qui n'ont pas fait l'objet de taxation auparavant. Il sera soumis au taux, je dirais, préférentiel de 8%. Il sera libéré de toute obligation. D'ailleurs, même l'imposition à 8%, donc, elle est libératoire. Pourquoi elle est libératoire? Qu'est-ce qu'on entend par libératoire? Ça veut dire qu'elle le libère de toute obligation antérieure en termes d'obligation. D'accord. En termes d'obligation, voilà. Très bien. Alors, l'esprit de cette mesure, M. Didon? L'esprit de cette mesure, justement, c'est de permettre aux contribuables qui sont en situation régulière de leurs obligations déclaratives et de paiement de régulariser leur situation fiscale et de repartir plutôt sur des bases saines. Pardon, M. Didon, c'est une question qui vient comme ça à l'esprit. Vous êtes dans le domaine depuis des années, vous et M. Aouidad. Est-ce que vous sentez qu'il y a réellement des gens qui ont envie d'aller justement vers cette régularisation et qui n'attendaient qu'un dispositif qui leur permette ça? Est-ce qu'il y a une volonté de la part de ces gens-là, mais les dispositifs d'avant ne le permettaient pas vraiment? Bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées, il y a beaucoup de personnes qui étaient en situation irrégulière. Donc, quand je dis irrégulière, et qui ne peuvent pas le rester éternellement. Ça peut être des personnes qui sont identifiées, mais qui ont souscrit des déclarations qui étaient inexactes. Il y a des personnes qui exerçaient dans l'informel, donc il y avait des hésitations à
à exercer une activité, donc il y avait des appréhensions. Donc justement, ce dispositif de l'article 93, déjà, il leur permet déjà d'entrer dans la légalité en déclarant des bases qui n'ont pas... C'est un ticket d'entrée. Exactement, donc c'est des bases qui n'ont pas déclaré auparavant, à travers une imposition donc au taux préférentiel de 8%, libératoire. Donc libératoire, le fait de souscrire une déclaration, donc c'est déjà c'est un dispositif qui est volontaire, et donc il y a une adhésion volontaire, mais le fait de souscrire cette déclaration, ça libère la personne concernée de toutes les obligations qui n'a pas accompli auparavant. Donc ça permet un petit peu de repartir sur des bases nouvelles, saines. Voilà. Pour les gens qui nous écoutent, juste un détail technique, et je vous donne la parole. Monsieur Aouidet, 8% pour les gens qui nous écoutent et qui s'y connaissent pas beaucoup, c'est appréciable comme pourcentage? Oui, c'est appréciable justement. C'est ce que j'allais dire. Donc les gens qui veulent éventuellement entrer dans le secteur formel, pourquoi ils l'évitent si on prend uniquement le côté fiscal? Donc il y a une certaine appréhension par rapport aux méthodes de régularisation qui sont accompagnées avec des sanctions. Donc avec ce dispositif-là, donc il n'y a aucune sanction. Il n'y a plus de pénalité. Il y a uniquement l'application d'une imposition à 8%. Donc 8% par rapport à l'application du régime, je dirais, du régime du droit commun, qui prévoit les pénalités, le sus des droits, etc. Donc c'est beaucoup plus lourd. 8%, comme il vient de le dire mon collègue, 8% c'est une imposition vraiment préférentielle, 8%. C'est un appel d'air, en fait. Exactement. C'est un appel d'air, c'est attractif. Voilà. Et en même temps, ça permet de régler le passif. Exactement. Donc il y a plusieurs directions dans cette mesure. Et bien sûr, la direction phare, c'est l'informel qui plane sur notre tête à tous les Algériens que nous souhaitons éliminer. Mais il faudrait l'éliminer pas dans un contexte contraignant pour celui qui la pratique. Il faut qu'il comprenne que c'est dans son intérêt de se rapprocher de l'administration fiscale. C'est dans son intérêt, parce que, laissez-moi vous dire, pour une entreprise, moi qui suis chef d'entreprise, la fiscalité est une dette. Donc nous, c'est comme la facture d'un fournisseur, c'est comme donc quand nous faisons des ventes, nous faisons des ventes à crédit, donc nous allons ensuite embêter nos clients pour qu'on soit payé, c'est normal. Donc nous considérons que payer ses dettes, quelqu'un qui paye ses dettes s'enrichit. Donc il faut être à jour avec la fiscalité. Simplement, laissez-moi quand même souligner, si vous permettez, messieurs, qu'il y a le secteur productif et le secteur spéculatif. Donc je pense que, pour leur expérience, pour avoir traité un certain nombre de dossiers important du secteur productif algérien, il faut faire la distinction entre ceux qui travaillent, ceux qui produisent, ceux qui ont des difficultés pour être eux-mêmes payés, n'est-ce pas, pour eux, que même au niveau des marchés publics, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des créances au niveau des marchés publics, etc. Il ne faut pas mettre un petit peu tout le monde dans le même panier, il y a des traitements différentiels. Ça, ce qui est en train de se passer pour 2026, c'est une manière de dire, écoutez, nous lançons 2 mesures phares pour mettre tout le monde au même pied d'égalité, et ensuite, il faut ouvrir la négociation, le traitement, bien sûr, de cas par cas. Il faut laisser la porte ouverte à des entreprises, des grosses entreprises, qui ont, par exemple, dans le BTPH, moi j'en connais un bout, puisque la céramique en fait partie, il y a énormément de créances du secteur public, laissez-moi quand même le souligner ce soir. Et nous avons aujourd'hui reçu des garanties de nos clients, tout va bien se passer pour 2026, la situation économique, macroéconomique de l'Algérie s'améliore, nous pouvons qu'en tirer bénéfice, et c'est quand nous sommes dans une situation bénéfique pour tout le monde qu'il faut profiter pour faire des mesures, n'est-ce pas, de modernisation, de transparence, et aller vers une économie performante, efficace pour tout le monde. Comme le dit M. Bouderba, vous sentez que le climat, l'environnement est plus propice aujourd'hui qu'avant? Oui, pour améliorer les choses, bien sûr. Vous avez dit tout à l'heure que celui qui paie ses impôts s'enrichit. Je dirais aussi que payer ses impôts, c'est un acte de sévice fiscal. Oui, bien sûr. C'est très important. Exactement, c'est très important de le dire. Moi, ce que je constate... envers la société. Exactement. Oui, c'est un acte de citoyenneté. Exactement. C'est tout à fait clair. Donc l'administration fiscale travaille beaucoup sur cet aspect-là pour améliorer le civisme. Sensibiliser. Exactement. Donc à travers les actions de sensibilisation. Absolument. Et à travers aussi tous les dispositifs de facilitation. Vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. Ce qui est intéressant donc, concernant le dispositif de l'article 93, c'est qu'il n'est pas contraignant. Donc on dit aux gens, venez régulariser votre situation fiscale, mais pas à travers
la fiscalité de droit commun, c'est à travers un taux préférentiel. Un régime préférentiel. Exactement. Donc c'est un régime, c'est un taux préférentiel de 8%. Oui. C'est une procédure qui est totalement simplifiée, sécurisée. Donc c'est un mot fort qui... Et j'espère que ça ouvrira la porte à des mesures encore plus... Bon, je l'espère. Hein. Pour tout le monde. C'est ce que nous souhaitons. Voilà. Hein, bien sûr. Permettez ce soir. Il y a un travail à faire là-dessus, M. Didon ou M. Aouidet. Essayer de faire comprendre aux gens que payer justement ces impôts, c'est profitable pour eux aussi, hein, parce que c'est avec ces impôts-là que nous payons la réalisation de nos routes, de nos hôpitaux, de nos écoles. Il y a un travail à faire là-dessus. C'est-à-dire au-delà de cet pédagogie, aspect-là, donc ce qu'on est en train de dire tout à l'heure, l'élargissement de l'assiette fiscale, qu'est-ce qu'elle va permettre à la fin? C'est de baisser la pression fiscale. C'est ça l'objectif. Mais j'aimerais bien revenir sur un aspect peut-être qu'on n'a pas évoqué jusqu'à maintenant, et qui concerne cette disposition. Elle permet aussi, c'est un élément très très important, la stabilité juridique et la sécurité juridique. C'est la sécurité juridique des personnes. Donc ils seront plus sûrs par rapport à leur activité une fois qu'ils ont adhéré à ce dispositif. Donc, ils ne vont pas on sera plus exigeant aussi. Exactement. On sera plus exigeant. Donc, ils ne vont pas tomber sur le coup d'une régularisation lourde ou quelque chose comme ça. Donc, en payant les 8%. Absolument. C'est ça l'élément le plus important. On va y arriver, mais avant cela, moi, je voudrais poser une question toute simple. Qui peut bénéficier de ce dispositif? Tout le monde? C'est toutes les personnes, toutes les personnes physiques ou morales, donc qui sont en situation irrégulière. Sans distinction, d'ailleurs. Exactement, donc qui sont en situation irrégulière concernant leurs obligations fiscales. Bien sûr, il y a l'article 93, donc tel qu'il a été rédigé. Donc il y a des personnes qui ne sont pas éligibles, donc c'est les personnes qui sont coupables d'infractions, donc qui touchent tout ce qui est blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Donc ils sont exclus de... Exactement, mais chaque personne, qu'elle soit identifiée ou non, elle peut souscrire à ce dispositif. Donc il est prévu par l'article 93 de la loi de finances pour 2026. Très bien. Non. Si je peux rajouter quelque chose par rapport aux personnes qui peuvent en bénéficier. Je vais vous laisser rajouter, si vous permettez, M. Aouidet, ce que vous voulez, mais donnez-moi juste le temps de dire bienvenue à notre ami Achir Mohamed qui vient de nous rejoindre. Mohamed, on veut un justificatif. Hein, pour... vous êtes le bienvenu. Il vient de loin. Je vous laisse respirer un coup. On reviendra vers vous. Alors, continuez, M. Aouidet. Donc, par rapport aux personnes qui peuvent en bénéficier, donc on a deux types. Soit les personnes physiques, toutes les personnes physiques peuvent en bénéficier. Par contre, pour les personnes morales, c'est uniquement celles de droit algérien. De droit algérien qui peuvent en bénéficier de ce dispositif-là. Très bien. Alors, Mohamed, j'espère que vous avez retrouvé votre souffle. On parlait de ces deux dispositifs. Est-ce que, à travers le monde, il y a des expériences comme ça de pays qui ont lancé de tels dispositifs et qui ont réussi et qui pourraient être des exemples pour nous dans ce cadre-là? Enfin, on peut dire que généralement, c'est les pays qui ont un taux d'informalité important, qui connaissent un peu des opérations, que ce soit disons, pas d'amnistie fiscale, mais de semi-amnistie fiscale ou des opérations visant l'intégration progressive de l'informel dans le formel. Donc ça se traduit à travers des mesures de simplification fiscale d'abord, d'élargissement des bases fiscales, mais aussi des mesures d'incitation et surtout aussi des mesures de régularisation, surtout des créances fiscales. Donc ce qu'il est en train de faire actuellement notre pays, on le retrouve dans plusieurs pays du monde. Il y a eu même des études qui ont été faites par, que ce soit l'UEFM et la Banque mondiale, visant justement à généraliser l'assiette fiscale et visant également à rendre justement le système fiscal simplifié. Donc depuis 2020, justement, l'Algérie a inscrit plusieurs dispositions dans les lois de finances successives pour pouvoir justement y aller progressivement vers cette intégration
de l'économie informelle et vers aussi l'élargissement ou bien l'augmentation des recouvrements et des recettes fiscales. Donc je pense actuellement, ça commence à se faire, c'est des mesures à saluer et c'est des mesures qui certainement vont produire un effet d'abord d'assainissement et cet assainissement c'est-à-dire de l'environnement fiscal d'abord, va contribuer davantage à améliorer le cadre de l'investissement en général du pays. Très bien. Alors, les pouvoirs publics agissent sur deux fronts. Alors, trouver de nouvelles ressources en lançant tous ces investissements dont on parle pratiquement tous les jours dans nos émissions, mais il y a aussi justement la réduction de cet aspect justement de l'informel dans notre économie. On parle d'environ 30%, je ne sais pas si les chiffres peuvent être vérifiés, 30% du PIB, c'est 80 à 90 milliards, c'est pas négligeable, Mohamed. Si on arrivait à justement intégrer l'informel dans le formel, c'est une véritable bouffée d'oxygène pour l'économie algérienne? Bien entendu, l'Algérie, quand on parle de PNB, produit national brut, donc on est à 40%, 40-45% du PIB. Quand on parle de PIB, on est entre 30 et 35%. Selon des estimations bien entendu. Mais c'est un taux qu'on pourrait retrouver aussi dans certains pays émergents comme la Turquie, comme le Brésil, comme l'Indonésie, etc. Donc l'objectif effectivement c'est d'arriver quand même à intégrer progressivement cette informalité et ça va d'abord assainir l'environnement des affaires de notre pays ou de l'investissement. Ça va créer de la justice fiscale aussi. Il faut l'équité fiscale et la justice fiscale. En troisième lieu aussi, ça permettrait de mobiliser quand même des ressources fiscales pour le budget de l'État. Donc, parce que l'informalité, si on a un PIB aujourd'hui de 288 milliards de dollars, en 2026, on estime 317 milliards de dollars, donc on pourrait dire qu'on est à 100 milliards de dollars de PIB informel. C'est beaucoup, C'est beaucoup. Donc on pourrait parler carrément d'une économie dans une économie. Tout à fait. Donc là, c'est important. Pour un volume de 317 milliards de dollars pour 2026, donc plus de 100 milliards de dollars d'informel. Et puis même les rapports de la Banque d'Algérie ont toujours souligné un peu plus de 8 000 milliards de dinars de circulation monétaire fiduciaire. Ça, c'est aussi de l'informel. C'est des transactions informelles parfois. Et donc tout ça, je pense que d'abord, il porte préjudice à notre économie. Bien sûr. Sans parler d'abord de manque à gagner en matière de recettes fiscales pour l'État. Mais aussi, parce que quand on parle aussi de cet informel et des transactions financières informelles, on pourrait parler aussi de marché de change informel. C'est très très important aussi. Et tout ça aussi, c'est des transactions, c'est de l'économie. Tout à fait. Il est dans l'immobilier, il est dans l'importation, il est dans plusieurs activités économiques. Et tout ça, ça manque aussi, c'est un manque à gagner pour l'État. Et quand on parle de l'informel aussi, il ne faut pas oublier que l'informel emploie aussi, ça c'est un peu le côté social, donc il emploie 4 millions environ, c'était de l'enquête de l'ONS, l'Office des Nations des Statistiques en 2016 déjà, on n'a pas les statistiques actuellement, 10 ans. Mais c'était déjà 3,9 millions d'emplois dans le secteur informel, surtout dans certains, le commerce, services, le BTPH, etc., qui sont réputés quand même aussi des secteurs dont la main-d'œuvre parfois n'est pas déclarée, etc. Donc tout ça, c'est une économie. Et maintenant, certaines, surtout dans le commerce et services, on évoque un peu quelques alibis qui sont liés un peu au coût fiscal ou bien au coût de la formalité, c'est-à-dire quand on accède à la formalité, il y a un coût, mais je pense que les pouvoirs publics, surtout depuis 2020, il y a eu des mesures incitatives vraiment permettant justement à la formalisation de plusieurs activités. La main est tendue, comme le disait M. Didon. Alors, je suis un contribuable, je suis intéressé par ce dispositif. Comment dois-je faire pour en bénéficier ? Justement, pour bénéficier de ce dispositif, donc c'est une adhésion volontaire. Donc le contribuable concerné, donc il est obligé, il doit se présenter à la recette des impôts dont il relève, donc soit relève le domicile fiscal ou le siège, pour souscrire une déclaration. Une déclaration. Donc la déclaration, il peut la télécharger
au niveau du site web de la Direction générale des impôts. Donc, c'est le www.mfdji.gov.dz. Donc, le formulaire est disponible. Et bien sûr, payer en même temps que la souscription de la déclaration, payer les 8%. Donc, un impôt forfaitaire ou un droit forfaitaire de 8%. Très bien. Voilà. Alors, M. Aouided, vous en parliez tout à l'heure, mais c'est une question tellement importante qu'il faut la reposer encore une fois. C'est celle des garanties. C'est la question que tout le monde se pose. Quelle protection la loi offre-t-elle contre d'éventuelles poursuites judiciaires une fois l'argent déclaré ? En fait, la garantie qui est offerte, c'est une garantie d'ordre fiscal. Donc, ils ne pourront pas faire l'objet d'une régularisation, ces contribuables-là, au titre des sommes qu'ils déclarent. Donc, il y a une imposition de 8%, elle est libératoire, donc il n'y aura pas d'autres régularisations sur ces montants-là. Donc, c'est ça la garantie qui est offerte déjà au niveau de l'article de la loi. Vous sentez que les opérateurs économiques ou les contribuables, d'une manière générale, M. Bouderba, saisissent vraiment ces garanties? Ils sont confiants par rapport à ces assurances, justement? Oui, la première mesure ne concerne pas directement le secteur productif, parce que nous sommes quand même, nous déclarons tout ce que nous faisons, nous déclarons nos employés. Mais vous êtes en contact avec un... Mais bon, les 80% du secteur productif algérien paye ses impôts. Attention, il faut pas... Nous sommes un petit peu concernés par l'informel, comme l'a souligné le professeur Achir. Et la deuxième proposition qui a été faite pour 2026, la deuxième grande réforme, 2011, tout ce qui a été... Ça, c'est important parce qu'effectivement, dans le secteur productif, il y a des gens qui étaient en contentieux fiscal pour les créances d'avant 2011. Ça, c'est quand même un pas important. Nous souhaitons qu'il y ait d'autres actions dans ce sens pour que les gens se rapprochent un peu plus de l'institution des impôts. C'est très important. Mais disons que la grande majorité, à 80% du secteur productif algérien, nous travaillons dans la légalité totale. Nous sommes contrôlables, nous faisons l'objet de contrôles selon la loi, ce qu'autorise la loi. Je parle sous votre contrôle, bien sûr. Nous déclarons nos chiffres d'affaires, nous payons des impôts sur la distribution des dividendes, l'IBS. Il y a le problème de la TVA que vous gérez, qu'on gère avec vous, puisqu'on récupère la TVA sur la... Collecté pour nous. Oui, voilà. Donc, tout est bien huilé là-dessus. Les gens de la DGI nous connaissent, surtout les grands groupes, ils sont très connus. Et en même temps, on est facilement imposable, il n'y a pas de problème. Donc, le problème se situe, comme a souligné M. Hachir, tout ce qui est informel, tout ça. Là, il va falloir effectivement faire un effort. En fait, ce n'est pas une mesure qui est destinée uniquement pour l'informel. Voilà. Non. Parce qu'elle englobe aussi d'autres cas, des cas où, par exemple, il y a une erreur, il n'y a pas eu de déclaration d'un montant ou quelque chose comme ça. Oui. Donc l'entreprise d'elle-même, de par sa volonté, elle peut s'autorégulariser à travers ce dispositif-là. Là, je vous rejoins. Donc elle va éviter l'application des pénalités et d'autres sanctions. Oui, je suis d'accord avec vous. Et par rapport au délai, ils ont jusqu'à quand pour pouvoir le faire? Fin d'année, jusqu'à la fin d'année, puisque c'est un dispositif exceptionnel. Donc, les concernés ont un délai jusqu'au 31 décembre 2026. Très bien. Nous arrivons au dispositif d'abandon et d'assainissement des dettes fiscales. Donc, l'article 122 de la loi de finances 2026. Je vais vous poser cette question et si vous voulez enchaîner sur autre chose, vous pouvez le faire, Monsieur Didoun. En quoi consiste justement ce dispositif d'abandon et d'assainissement des dettes fiscales? Si vous permettez, je préfère revenir sur... Allez-y et enchaînez si vous voulez. Voilà, sur la souscription de la déclaration qui est relative à l'article 93, j'ai omis de préciser qu'une fois que la personne concernée souscrit la déclaration, qu'il y a une attestation de souscription qui est remise. D'accord. Pourquoi il y a une attestation de souscription justement? Pour respecter la garantie qui est prévue au niveau de l'article 93. D'accord. C'est quoi cette garantie? C'est qu'il n'y aura pas d'exercice du droit de reprise au titre des sommes déclarées. Donc la personne concernée qui a souscrit à ce dispositif pourra faire valoir cette attestation ultérieurement. Voilà, donc c'est très important
de le préciser. C'est Vous un voulez acte enchaîner de civisme, c'est bien. Vous voulez enchaîner sur... Justement, par rapport à l'article 122, donc, 122. il y a deux volets donc, au niveau de l'article 122. Il y a les dettes fiscales donc, qui concernent les exercices 2011 et antérieurs. Donc, ces exercices, ces dettes fiscales donc, bénéficient d'une annulation totale des pénalités d'assiette et de recouvrement, bien sûr, et des droits simples aussi. Voilà. Le deuxième volet, donc, il concerne les exercices, donc les dettes fiscales qui sont liées aux exercices 2012 à 2025. Là, ce que prévoit la loi, c'est une annulation, c'est un abandon total des droits simples et des pénalités d'assiette et de recouvrement, avec un abattement de 30% des droits simples. Il y a une condition, c'est que les personnes concernées ou les personnes qui adhèrent à ce dispositif doivent payer les 70% au plus tard le 31-12, donc le 31 décembre 2026, soit en un seul versement ou par tranche. Non. Il y a deux possibilités. La personne qui veut payer en intégralité le montant, donc elle peut le faire. Ou la personne qui souhaite payer par tranche, elle peut le faire jusqu'au 31-12-2026. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque personne paye les 70% en fonction de ses capacités financières. Il y a des situations qui ne sont pas éligibles à ce dispositif, M. Abidet? Enfin, les situations qui ne sont pas éligibles, situations extrêmes. C'est les situations donc, où l'imposition elle est liée à la fraude fiscale. Donc ces personnes-là, donc pour ces créances-là, donc elles sont exclues du dispositif d'assainissement de dette fiscale et même d'abandon. Très bien. Alors, Mohamed Achir, on parle souvent d'un triptyque, c'est anonymat, garantie, taux attractif et digitalisation des procédures. C'est aussi un aspect à prendre en compte, cette digitalisation, il faut vraiment qu'on y arrive un jour. Oui, la digitalisation, la numérisation va jouer un rôle très important. Mais d'abord, il faut cette opération, parce qu'il faut assainir la situation. Il y a des situations déjà de créances irrécouvrables. On connaît un peu la situation. Je crois même qu'il y a eu un chiffre qui a été avancé par les responsables des impôts, c'est presque 6 000 milliards de dinars de dettes fiscales en général, mais dont il y a des entreprises qui sont carrément dissoutes, il y a des entreprises inexistantes et qui ont disparu. Carrément. Donc il y a plusieurs situations complexes et compliquées. Donc là, c'est une très belle opération à mon avis. D'abord, il faut assainir, parce qu'il faut avoir cette visibilité d'abord, connaître le fichier national des contribuables, des personnes physiques, personnes morales, les grandes entreprises, petites et moyennes entreprises. Quand on a quand même ce tableau de bord, donc ça nous permet justement de numériser facilement et de digitaliser et d'appliquer aussi les outils qui sont développés actuellement par l'administration fiscale, tels que JBETIC par exemple. Donc je pense la numérisation d'abord, elle est incontournable aujourd'hui. Et même les interfaces qui sont en train de réaliser maintenant avec d'autres secteurs, parce que c'est une opération aussi transversale. Et c'est pas seulement l'administration fiscale. Tout à fait. Il y a plusieurs secteurs qui interviennent directement dans ces opérations. Mais justement, c'est la numérisation qui est le cheval de bataille, si vous voulez, de la transparence. Parce que qu'est-ce qu'il faut Tout à fait, puisqu'on parlait de transparence. D'abord, c'est de recouvrir les droits de l'État, et de réaliser aussi l'équité fiscale, parce que c'est constitutionnel, ça. Il faut qu'il y ait de la justice sociale, de l'équité fiscale, mais aussi mobiliser le maximum de ressources fiscales pour le budget de l'État. Et puis ce budget, bien sûr, il est traduit en transferts sociaux, en investissements publics, en fonctionnement de l'État, etc. Et quand on estime aussi cette informalité très importante, donc là, ça nécessite justement cette numérisation. La numérisation va réduire quand même une bonne partie de l'économie informelle et des transactions informelles. Et ça va donner aussi, surtout maintenant, parce que quand on aura un système digitalisé, comme il a dit, bien huilé, etc. À partir de là, on pourrait même, c'est-à-dire dans la politique fiscale, on pourrait envisager même des allègements, c'est-à-dire d'une attractivité fiscale. Parce que là, il y a une base fiscale élargie, parce qu'actuellement, certains disent, et peut-être ils ont tout à fait raison, que quand il y a l'informel, donc on paye
les contributions deux fois, mais on paye la fiscalité deux fois. Oui. Donc, il y a une autres. partie qui ne paye pas. Ouais. Donc On là, paye pour les mais autres. si on arrive justement c'est ça. Ouais. C'est important, ça. dans certains pays développés, on parle d'un cadastre fiscal, un cadastrer carrément toutes les personnes physiques et morales, etc. Donc là, même l'État pourrait jouer cette carte d'attractivité fiscale, de compétitivité fiscale. Vous savez qu'on parle maintenant de la compétitivité fiscale, quand on mesure un peu les climats des affaires d'un pays et ce que fiscalement il est très compétitif. important, oui. Non seulement en termes de taux d'imposition, mais aussi d'un système simplifié, Réglementation, digitalisé, voilà. de la réglementation, Absolument. effectivement, etc. Très bien. Oui, c'est le cadre fiscal qui peut effectivement changer la donne sur le plan international. Ouais. Attention. Très rapidement, monsieur Didon, mais par rapport aux dettes antérieures à 2011. Par rapport aux dettes fiscales relatives aux exercices 2011 et antérieurs, donc il y a un effacement et un abandon total des pénalités d'assiette et de recouvrement et des droits simples. Là, il n'y a aucune démarche à faire de la part des contribuables concernés. Donc il y a un travail qui est en cours actuellement par l'administration, par les services de l'administration fiscale pour l'identification de ces dettes. Donc il va y avoir des décisions d'annulation globale et les personnes bien sûr concernées pourront par la suite demander leur situation de recouvrement justement pour constater que ces dettes-là ont été bel et bien annulées. Bravo. Monsieur Aouidat, par rapport à ce dispositif, c'est la même chose pour pouvoir en bénéficier. C'est les mêmes modalités que ce qui a été dit par rapport à l'article 93. En fait, la démarche, on va dire que c'est la même, puisqu'il y a une déclaration à déposer donc pour souscrire. Donc il faut que le contribuable se manifeste pour souscrire au dispositif d'assainissement de la dette fiscale. Là, par contre, contrairement à la période antérieure à 2011, le contribuable, donc, il doit déposer une déclaration. D'accord. Pourquoi ? Parce que donc il va s'engager à payer les 70% pour qu'on puisse annuler les 30% de droits plus la totalité des pénalités, que ce soit des pénalités de recouvrement ou d'assiette. Donc il y a une déclaration à déposer. Simon, si vous permettez, oui. pour l'information qu'il ne détient pas, comment il fait? C'est-à-dire l'information. Il y a peut-être des années où il n'a pas... Non, justement, ce qu'on a... Il n'a pas disons le montant exact de sa créance, de sa dette fiscale. Oui, exact. Dans ce cas-là, L'information. Oui, l'information, il va l'obtenir au niveau de la recette des impôts. Il va demander d'abord sa situation fiscale en matière de dette fiscale. C'est ça. Donc, à partir de là, donc, il va calculer le montant de 30% à annuler et les 70% à payer, et aussi le montant des pénalités d'assiette et de recouvrement à annuler. Donc, la première des choses, même le receveur, celui qui est au niveau de l'administration fiscale, il doit savoir sa situation. Donc, c'est à partir de ce document-là qu'il peut retracer sa situation en matière de dette fiscale. D'accord. Très bien. Alors, on arrive pratiquement à la fin de l'émission. Je vais vous poser une question à vous deux, hein, vous et Mohamed Achir. Jusque-là, on a cette impression que l'État est en train de privilégier la carotte. Mais en cas de gens récalcitrants qui ne souscrivent pas à ces deux dispositifs, est-ce qu'il faudrait penser aussi à la politique justement du bâton, mais cette fois-ci avec une politique un peu plus dissuasive? On vous a tendu la main, vous n'avez pas su en profiter. Non, attendez, deux choses. Dans votre question, effectivement, la carotte et le bâton sont indissociables. Le monde a toujours fonctionné comme ça. Non, mais c'est clair. Mais attention, nous, on a une situation un peu plus compliquée en Algérie. Il y a ce qu'a dit M. Achir, qui est très important, c'est l'informel. Donc c'est vrai que ce qui est organisé aujourd'hui, c'est-à-dire c'est une mise à niveau qui va permettre de tourner la page. Ça, c'est très important. Ça veut dire que l'Algérie, elle s'inscrit dans cette optique de modernisation et de mise à niveau généralisée. Donc là, on ne peut que suivre ce mouvement. On ne peut pas dissocier un producteur de ses obligations fiscales. Ça, c'est clair et net, c'est accepté par tous les Algériens. Et nous, en premier lieu, les entreprises algériennes. Par contre, le travail reste à faire. La porte est ouverte pour un dialogue économique, pour un travail, comme on l'avait dit au début de l'émission, main dans la main, pour faire un travail en ce qui concerne l'identification des lacunes des uns et des autres, pour trouver une solution qui soit au-dessus de tous, c'est-à-dire l'intérêt général de notre pays, pour faire
capter toute cette ressource qui nous échappe, la refaire entrer dans le circuit formel, et à ce moment-là, on peut rediscuter de toutes les nouvelles mesures. Il n'y a aucun problème là-dessus. Très bien, Mohamed Acha, l'économiste que vous êtes, Voilà. vous n'êtes pas d'accord? Il y a une main tendue, il y a des délais, il faut les respecter. C'est informel, c'est un cancer hein, qui justement mine notre économie. Ah oui, Tôt ou tard, il va falloir y mettre un terme. Oui, en tout cas, ça se passe comme ça Dans tous les pays. Donc, Oui. on commence toujours par, et c'est même les recommandations des institutions internationales. Bien sûr. On commence d'abord par des mesures incitatives, d'abord une politique d'intégration progressive de D'apaisement, l'informel, oui. mais aussi d'assainissement C'est ça. et de lutte contre l'évasion fiscale, contre la fraude fiscale, etc. En mettant aussi en parallèle des moyens. Parce qu'il faut mettre les moyens, Oui. et les moyens, la numérisation par exemple, et la simplification de la loi fiscale ou bien du code fiscal, donc pour pouvoir justement permettre non seulement l'élargissement de la base fiscale, mais aussi réduire le coût d'accès à la formalité, c'est-à-dire le coût fiscal. Donc il y a plusieurs mesures progressives que l'État est en train d'ailleurs de faire. Après, bien entendu, il y a la répression aussi, c'est normal. Hein. C'est après, quand on... D'ailleurs, même cette mesure les mesures de conformité fiscale, ça date de plusieurs années déjà. Hein. Donc, à un certain moment, il faudrait quand même appliquer la loi. Il faudrait la contrainte aussi. Là, il faut contraindre, et surtout dans le cadre des transactions informelles. En tout cas, on n'a pas le choix. Il y a les GAFI. Quand on parle de GAFI, donc ça concerne aussi toutes ces transactions aussi, ces transactions informelles. Donc, il faut préparer les dispositifs. Et je pense surtout il faut miser sur la numérisation et la facturation. C'est ça la base de la formalisation de l'économie. On va rester, puisque c'est la fin de l'émission, on va rester sur cette main tendue, si vous permettez, Monsieur Aouidad et Monsieur Didoun. Un dernier mot peut-être pour encourager les gens qui sont encore réticents, que ce soit des entreprises ou des citoyens, à venir justement profiter de ces deux dispositifs. Je vous laisse conclure sur ça et un dernier mot pour la fin de l'émission. Je pense que, comme vous l'avez dit, bien sûr, c'est une main tendue par les pouvoirs publics, justement, pour assister, aider et accompagner les personnes qui se trouvent en situation irrégulière, bien sûr, vis-à-vis de leurs obligations fiscales. Donc, je pense que c'est une occasion à ne pas rater. Donc, j'invite tous les contribuables, les personnes, bien sûr, qui sont concernées ou qui pourraient être concernées par ces dispositifs, à y adhérer. Je voulais juste rajouter aussi quelque chose, c'est que l'administration fiscale actuellement, elle mise beaucoup sur la conformité fiscale volontaire. Donc il y a un travail de sensibilisation donc, qui est fait par l'administration fiscale justement pour encourager la conformité fiscale volontaire justement, un petit peu pour ne pas aller vers le autant que faire se peut vers le répressif. Voilà. Très bien. En deux mots pour conclure, M. Aouidad. Pour conclure, je dirais que c'est des mesures d'accompagnement des contribuables concernés. Donc, il prévoit un ensemble de garanties. Je crois que ceux qui veulent régulariser leur situation, donc, ils ont tout intérêt à y adhérer. C'est la même chose pour le deuxième dispositif notamment pour le paiement des 70%, et ils vont bénéficier de l'abattement de 30% sur les droits et de la simulation totale des pénalités, que ce soit de recouvrement ou d'assiette, donc ce qui n'est pas quand même négligeable. 2012-2026. Exactement. Donc il faut en profiter pour sortir d'une situation éventuellement difficile. Oui, voilà. Très bien. Alors l'appel est lancé. Merci beaucoup, messieurs. Je rappelle que nous avions avec nous M. Morad Aouidad, directeur d'études à la Direction Générale des Impôts, M. Mounir Didoun, directeur de la communication et des relations publiques, toujours auprès de la Direction Générale des Impôts, notre ami Monsef Bouderba, président de l'association des céramistes algériens, et puis notre ami et consultant Mohamed Achir. Merci beaucoup à vous quatre. Merci à nos amis techniciens du Studio 2 et merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée. Salam.